Oui, ce livre, on l'aborde un peu comme on aborderait une boîte de chocolat, quoi, en quelque sorte. De temps en temps, on l'ouvre, voilà, et on pioche dedans. Ça va être des choses, des fois rapides, comme il peut y avoir des chocolats qui explosent en bouche. Et puis j'aurais pu tomber sur un petit morceau de connaissances instantanées, comme... Alors justement, je vais parler des chocolats que j'ai particulièrement appréciés. On va regarder des choses dans les détails, mais bon, évidemment, hein, ça va être... on ouvre, on ouvre au hasard en quelque sorte. Hein. C'est vraiment typiquement boîte de chocolat. Je sais que Olivier Bruna a fait, donc c'était mon ancien étudiant que j'ai eu à Lyon 1, que je salue au passage. Olivier, t'as le bonjour de YouTube. Il a fait un rapport sur le livre dans la RMS et il le fait vraiment parfaitement bien, chapitre par chapitre, tout est détaillé. C'est pas comme ça que j'ai abordé ce livre personnellement, et donc c'est un petit peu comme ça en piochant à droite à gauche que je vais vous en parler. Alors oui, donc je disais, j'étais tombé comme ça au hasard, et là j'étais tombé sur euh, le spectre premier de Z de X. C'est déjà intéressant parce que voilà quoi, on parle que d'anneaux principaux et puis tout d'un coup, ben, on a Z qui n'est pas un corps, donc Z de X, on sait que l'anneau des polynômes Z de X n'est pas principal. Et du coup, quels sont ces idéaux premiers, hein? Pour K de X, c'était facile, on avait 0 qui était un idéal premier, et puis à chaque fois qu'on a un polynôme qu'on peut choisir unitaire irréductible sur K, eh ben, il engendrait un idéal premier. Et là, ça y est, la classification était faite. Sur Z de X, qui n'est pas principal, ça nous donne l'occasion de visiter des anneaux non principaux, ce que les étudiants, bon, comme on voit les candidats à l'agrégation, connaissent, il faut bien le reconnaître, assez peu, alors que c'est pas si difficile que ça. Voilà. Alors, on part là-dessus, on découvre ça, mais très rapidement, on a des exemples. Par exemple, on va voir le spectre premier, donc finalement donc les idéaux premiers, de l'anneau Z de X quotienté par X4 plus 1. Voilà, quelque chose qu'on peut, qui est moins ambitieux, qu'on peut s'approprier, qui est de l'ordre de l'exemple, qui va nous amener, x4 plus 1, c'est quand même phi8, le polynôme cyclotomique, donc ça va nous apporter aussi une certaine culture sur les polynômes cyclotomiques, et aussi modulo P. Voilà, on va essayer d'en parler un petit peu. Alors là, je vois réduction d'une matrice particulière. Nous allons jouer dans cette section avec la matrice MA. On a envie de jouer, voilà, c'est ça. Hein. Donc la matrice MA, elle est définie par blocs, donc c'est des blocs de taille n, 0n, l'identité de taille n, A, une matrice de taille n, et 0n, et on veut réduire cette matrice. Alors c'est vraiment l'occasion de jouer avec les réduites de Jordan, voilà, on suit le truc et on a envie de jouer avec. C'est très très bien corrigé. Ça se lit dans un hamac, hein, et ça, pour moi, c'est quand même un joli critère. Alors là, je tombe sur la page 314, mythique, matrice dont le cube est 2 fois l'identité. Donc m cube égale 2 identités, donc il faut résoudre, mais sur quoi? On peut le résoudre sur mn de c, c'est pas difficile, mn de r, mn de q, mn de z. Et il y a de belles idées qui me paraissent intéressantes pour éclairer un peu le parcours de l'étudiant. Alors à la fin, il y a une petite annexe avec restriction et extension des scalaires, où ils n'ont pas peur de parler de foncteurs pour la restriction, pour l'induction, etc. De la même manière qu'il y a des foncteurs de localisation dont ils parlent à des moments. Mais ils vont utiliser des mots, mais dans le contexte on comprend. Voilà. Et puis après, on se retrouve avec un petit exercice qui nous dit la chose suivante, soit P un nombre premier, A une matrice de taille n, et tel que A puissance P égale l'identité. Alors on suppose que A est un coefficient dans Q, et il faut montrer que P-1 divise n. Bon, là je tombe au hasard sur une phrase de Trotsky
Au congrès de Londres, je connus de plus près Rosa Luxembourg. Alors pourquoi? C'est pour le chapitre 11 qui s'appelle Botanique fine de petits groupes. C'est joli. Des fois, c'est un peu 50 nuances d'algèbre, hein, le livre. Hein. Voilà, ah tiens, voilà, cet exercice. P de x, on a un polynôme. Il faut montrer qu'il est irréductible sur z. C'est x puissance 18 moins x plus 11. On est page 487. Voilà. Et l'indication, on pourra passer modulo 11, puis modulo 2. Voilà, c'est sympa. Et puis avec un très beau corrigé qui se laisse lire sans problème, avec des annotations. Et j'ai trouvé un chapitre mystérieux, une section mystérieuse, on va dire, sur l'étoile kehlérienne. Alors l'étoile kehlérienne, kehlérien, c'est bon, ancien collaborateur, on a collaboré en tout cas sur 2 articles, Bernard Keller, durant l'âge d'or des algèbres amassées. Et je suis heureux de voir que le nom de ce grand mathématicien soit adjectivisé. Oui, il le dit, hein, les treillis suivants que nous nommons étoile kehlérienne d'après notre éminent collègue et néanmoins ami Bernard Keller. Voilà, voilà. Et puis c'est une étoile qui tient compte de cette très belle symétrie qu'il peut y avoir, qu'on peut imaginer dans le treillis des sous-groupes de Z sur 2Z occupants. Voilà. L'art, c'est quelque chose qui ne m'est pas venu tout de suite, mais représenter un graphe, c'est tout un art. Parce qu'il faut compter justement sur le groupe de symétrie pour le représenter. Sinon, notre graphe, il ne veut rien dire. Il faut une certaine intelligence discrète, discrète dans tous les sens du terme, pour représenter des graphes. Et si cette intelligence est là, alors elle va nous parler directement à travers nos yeux, dans notre cerveau, via la représentation du graphe. Alors ensuite, ça c'est un sujet qui m'est cher, ça c'est mes petits chocolats préférés, le cardinal du cône nilpotent sur un corps fini, où justement ils nous citent et ils disent les 2 approches figurent dans le prolifique histoire hédoniste de groupe et géométrie. Alors bon, disons que de leur part, dire de notre livre qu'il est prolifique, c'est un grand compliment, quoi. Hein. C'est un petit peu comme si Charles Bukowski devait dire de quelqu'un il a une bonne descente. Donc je tiens à ajouter quand même que sur mon site web, je donne 4 approches différentes sur un article qui devrait apparaître sous vos yeux de ce cardinal du cône nilpotent. C'est-à-dire en créant une espèce de désingularisation à la Springer, une autre approche avec le lemme de fitting, une autre approche, celle qu'on a envie de faire au départ, c'est-à-dire que on va, le cône nilpotent est réunion d'orbites. Ensuite, on veut sommer tous les cardinaux d'orbite. Et là, il y a quand même une difficulté de calcul. On ne s'en rend pas compte en petite dimension, mais en grande dimension, ça devient assez pénible. Et il y a des astuces des astuces de type combinatoire pour pouvoir faire ça. Et enfin, une dernière méthode, mais qui se dit, qui a l'avantage de se dire en 3 mots, mais 3 mots sur lesquels il faut avoir un recul énorme, et qui utilise le fait que le cône nilpotent est rationnellement lisse. Voilà. En plus, dans cet article, je rajoute qu'il y a plusieurs cônes nilpotents. Hein, donc ce qu'ils font là, c'est ce qu'on appelle le cône nilpotent de type AN, mais il y a aussi des cônes nilpotents de type BN, CN, DN et de type exceptionnel. Donc là, dans l'article, les cônes nilpotents de type BN, CN, DN sont aussi abordés. Donc voilà, je le dis en passant, l'histoire de me faire un peu mousser. Alors maintenant, on peut continuer avec les thèmes abordés. Alors, j'ai été heureux de voir dans ce contexte-là lire
la base des polynômes de Schur, donc des polynômes qui sont des polynômes symétriques. Hein, c'est une nouvelle famille de polynômes, les polynômes symétriques élémentaires, les polynômes, les sommes de Newton, tout ça que les gens connaissent. Là, ce sont les polynômes de Schur qui sont abordés avec plein d'exemples en petites dimensions, mais pas trop petites non plus pour pouvoir voir se développer des choses. Alors, ces polynômes de Schur illustrent très bien la théorie des représentations. On la retrouve d'ailleurs en théorie d'intersection avec la formule de Jacobi-Trudi qui est d'ailleurs là-dedans. D'ailleurs, à ce sujet, un livre qui m'avait énormément plu quand il était sorti à l'époque, c'est le livre de William Fulton sur les tableaux de Young. Ce livre-là, c'est une merveille que je conseille à plein de gens qui veulent aller plus loin dans cette théorie-là. Toujours dans les thèmes abordés, il y a les entiers de corps de nombre. Bon, bah ça on le voit, c'est très bien fait, toujours dans l'esprit de l'exemple, avec les unités des corps de nombre, etc. Et puis, bon, pour terminer sur des petites pépites, il y a le fait que, par exemple, les groupes finis dont les deux silos sont cycliques ne peuvent pas être simples. Bah, voilà, comme ça, on a appris quelque chose, quoi. Ça peut illuminer une journée, un truc comme ça. Et l'histoire, la belle histoire des matrices croisées. Ce sont des matrices qu'on va appeler M1 et M2, telles qu'il existe deux matrices A et B, telles que M1 égale AB et M2 égale BA. Voilà, est-ce qu'on peut classifier les matrices croisées. Voilà, vous l'avez compris, c'est un livre qui est fait avec une haute technologie, c'est-à-dire la plus haute technologie, une tête, un stylo, un papier. Je le ressens personnellement comme un livre de gens qui ont pris le maquis de la lutte contre l'extinction culturelle. Bah, ça peut sonner ronflant, mais je le ressens comme ça. Voilà, je dis merci à ce livre et longue vie à Calva Gemounet.